Vous écoutez La face cachée de la résistance, deuxième partie. Lecause et ses maquisards multiplient les arrestations arbitraires. Tout le monde se méfie de tout le monde pendant ces quelques jours, parce qu'on ne sait jamais, on peut être arrêté sans savoir pourquoi. On ne vous donne pas de raison, ce n'est pas la peine. Vous avez été dénoncé, donc vous allez au donjon. Le fameux donjon historique qui se dresse au-dessus de Loches va à nouveau servir de prison, mais cette fois-ci pour y mettre des braves Lochois qui vont se retrouver internés par la bonne grâce capitaine Lecause, qui est désormais le maître de la ville. Même si le comportement tyrannique de Lecause commence à inquiéter certains Lochois, le capitaine est intouchable. Personne n'ose contester publiquement son autorité. Mais 4 jours plus tard, la situation se retourne complètement. Les Allemands vont revenir en force. Je crois qu'on parle d'1 millier d'hommes, si mes souvenirs sont bons, qui vont encercler la ville. Et il va y avoir des combats extrêmement durs. Lecause et ses hommes sont obligés de se replier. Pour les Lochois abandonnés à leur sort, c'est la consternation. Les violences qui se sont développées à Loches le 16 août 1944 passent mal. Certaines langues commencent à se délier sur le fait que ce Lecause n'est peut-être pas aussi résistant qu'il le prétend. Et ce n'est que le début. Dans les jours qui suivent sa fuite de Loches, le fameux capitaine Lecause semble complètement se métamorphoser. Il va mener une vie assez folle, une vie de grand seigneur, avec des repas pantagruéliques, des soirées complètement folles. Lecause se comporte un peu comme un homme sans foi ni loi, qui va de château en château, qui violente à chaque fois les personnes qui l'hébergent. La dérive du capitaine Lecause n'est bientôt plus un secret pour personne. La population découvre alors avec stupéfaction un homme à la double personnalité. C'est même pire que ça. Oui, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y a le Lecause du jour, le chef de maquis qui aime parader, qui porte bien l'uniforme. Et puis il y a le Lecause de la nuit qui se livre à des tournées qu'il présente comme des tournées d'épuration, mais qui en réalité relèvent davantage du pillage. La population réalise soudain que ces pillages et ces exactions auraient en réalité commencé dès la naissance du maquis Lecause. Mais ses victimes avaient trop peur de lui pour le dénoncer. Il a volé tout ce qu'il a pu, il a volé des animaux, il a volé des tableaux, il a volé des armes de chasse, il a volé de l'argenterie. Il va constituer un véritable trésor de guerre. Dans la foulée, les Lochois découvrent même avec horreur un homme capable d'une violence inouïe. C'était un malade. D'ailleurs, il prenait de la drogue, beaucoup de drogue. Jean-Marie Pellerin, ancien membre du maquis Lecause. Cet homme-là, drogué, faisant les 400 coups, était capable de tout. C'est comme ça qu'il va tuer les gens dans des crises de violence totalement inexplicables. Et surtout, c'est un alcoolique fini. C'est un type qui passe son temps à picoler de manière folle. Aux yeux de la population, Lecause passe en quelques semaines du statut de chef de maquis respecté à celui de vulgaire criminel. Et le 23 octobre 1944, peu après la libération définitive de la région de Loches, les nouvelles autorités décident de le faire arrêter. Et là, les enquêteurs vont tomber un petit peu de leur chaise, si l'on peut dire, puisqu'ils vont découvrir que celui qui se présentait comme un résistant recherché par les Allemands, un médecin, n'avait rien à voir en fait avec tout cela. En réalité, le capitaine Lecause n'existe pas. Il s'agit d'une fausse identité. L'homme qui se cache derrière la figure d'un chef de maquis s'appelle Georges Gaston Raoul Dubosc. Il a 43 ans et il est originaire du Calvados. Mais surtout, c'est un criminel endurci. Il a été condamné une 30aine de fois avant la guerre, pour des vols, pour des escroqueries. Il a passé les 3/4 de sa vie en prison. Et en 1940, d'ailleurs, quand les Allemands arrivent à Angers, il est à la prison d'Angers déjà, pour le meurtre d'un cordonnier, là pour meurtre carrément.
Et c'est les Allemands qui vont le libérer à condition qu'il collabore avec eux. Pour échapper à la justice, Georges Dubosc accepte donc de devenir un agent de la Gestapo. Et donc il va servir de mouton, il sera agréé comme mouton, c'est-à-dire mouton, c'est le type qu'on introduit dans une cellule avec par exemple des résistants, qui se fait passer bien entendu pour un résistant et qui finit par apprendre des choses et qui après les donne à ses maîtres allemands qui font à ce moment-là des rafles, des machins, des arrestations, déportations, fusillades, etc., etc. Avant son arrivée à Loches, Georges Dubosc a donc infiltré plusieurs réseaux autour d'Angers, puis en Bretagne, mais jamais sous son vrai nom. Il y aura au moins une dizaine d'identités. Docteur Jean, Le Cause, des noms d'origine allemande, un Steiner, des noms d'origine bretonne, il va s'appeler Lozard par exemple, des choses comme ça. C'est un personnage caméléon, c'est un personnage manipulateur, un comédien qui a un certain talent quand même, pour être crédible, provisoirement en tout cas. À l'issue de l'enquête, Georges Dubosc, alias Le Cause, est inculpé de port illégal d'uniforme, de pillage et surtout de 18 meurtres. Lorsque son procès s'ouvre à Angers le 16 octobre 1945, le faux maquisard est gravement malade. Il comparaît donc allongé sur une civière. C'est plus que l'ombre de lui-même, c'est un squelette pratiquement. Il est méconnaissable, il a perdu énormément de poids, il ne peut plus se tenir debout. Malgré son état, Georges Dubosc ne bénéficie d'aucune clémence. Il est exécuté le 14 mai 1946. L'histoire du capitaine Le Cause est emblématique de la façon dont certains opportunistes ont su profiter de ce contexte particulier de la libération pour intégrer la résistance, pour diriger des maquis, non pas à des fins patriotiques, mais à des fins personnelles, individuelles. Et Le Cause est un prototype même de ces maquis noirs qui ont pu exister au moment de la libération. Parce qu'il mélangeait action de résistance et criminalité de droit commun, le maquis noir de Le Cause aura discrédité tous ses combattants. Il a jeté l'opprobre sur des jeunes hommes qui avaient rejoint ce maquis en croyant qu'ils allaient se battre pour la France, qui se sont battus pour la France, qui étaient des patriotes sincères. Mais voilà, ils sont tombés, entre guillemets, sur le mauvais chef au mauvais moment. Dès 1943, la résistance prend conscience de ce pouvoir de nuisance considérable des faux maquis, comme celui du gang Jacquet, ou des maquis noirs, comme celui de Le Cause. Ils représentent une terrible menace pour l'ensemble des réseaux clandestins. C'est vrai que les agissements incontrôlés, alors que ce soit des faux maquis ou d'éléments incontrôlés, ils représentent un danger, parce qu'ils peuvent les couper de la population. Or, dans ce type de guerre, l'appui de la population est essentiel. Pour prouver à la population que les faux maquis et les maquis noirs n'ont rien à voir avec la résistance, les vrais maquis répriment sans merci tout acte de banditisme dans leur secteur. Lorsque les maquisards ont arrêté un bandit, un faux maquisard, eh bien, ils vont sur la place d'un village, ils demandent à la population de se réunir, ils exécutent le bandit en expliquant à la population l'objectif de cette manœuvre, qui est de dire, voyez, le vrai maquis réprime le banditisme et ne l'encourage pas du tout. Mais cette répression locale ne suffit pas. Pour éviter les amalgames entre vrais et faux maquis, la résistance doit absolument trouver le moyen de se démarquer, de prouver à tous les Français que ses motivations sont uniquement patriotiques. Alors, pour frapper les esprits, elle décide d'organiser de gigantesques opérations de communication à l'occasion des commémorations du 11 novembre. Le 11 novembre renvoie à la victoire de la France contre l'Allemagne en 1918. Les Allemands ont interdit que soit célébrée cette date. Donc la résistance, effectivement, va faire du 11 novembre un moment symbolique pour organiser des manifestations. La plus importante
La plus spectaculaire et la plus risquée de ces manifestations se déroule le 11 novembre 1943 à Oyonnax, dans l'Ain. La ville est bouclée. Les hommes arrivent, débarquent des camions et puis ensuite ils défilent en colonne derrière leurs officiers. Pendant environ 1 heure, près de 200 maquisards prennent entièrement le contrôle de cette ville, sous le regard médusé de la population. Là, on est loin de l'armée de bric et de broc clandestine. On est vraiment dans quelque chose de très militaire, très encadré, très structuré. C'est pas que du folklore militaire, parce que c'est l'idée qu'il faut démontrer que la résistance, c'est bien une armée de l'intérieur. Cette démonstration de force est une réussite totale, au point qu'à Vichy, on s'inquiète de l'engouement de la population pour ces maquisards, qu'il devient urgent de décrédibiliser. Pour y parvenir, le régime collaborationniste mise sur un plan très simple. Puisque les Français ont parfois du mal à distinguer les vrais maquis des faux, il suffit de renforcer l'amalgame entre les deux. Vichy essaie de démontrer, au travers de la criminalisation de la résistance, que le maquisard, finalement, c'est jamais qu'un bandit qui s'est donné un alibi patriotique. Donc c'est ça l'idée, c'est de faire peur à la population française, de ne pas travailler avec ces maquisards, de les dénoncer. Le principal artisan de cette campagne de dénigrement est le secrétaire d'État à l'information, Philippe Henriot. Cette propagande agressive s'accompagne sur le terrain d'une stratégie de déstabilisation organisée par la milice, l'organisation paramilitaire fasciste du régime de Vichy. La milice va développer dans certains territoires ce qu'on appelle des actions de provocation, c'est-à-dire se livrer à des actions violentes pour essayer d'en faire porter le chapeau aux maquisards, avec toujours le même objectif, faire en sorte que la population se détache des maquis. Après les dégâts causés par les faux maquis ou les maquis noirs, ces opérations de décrédibilisation menées par la milice portent un coup terrible à la résistance. Pour les nazis, c'est le moment ou jamais de lui porter le coup de grâce. Ils espèrent y parvenir en créant ce que l'on appelle des contre-maquis. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut se plonger dans l'histoire de la bande du Bossu. Tout se passe du côté de Sedan, au début du mois d'août 1944. La Gestapo forme alors un groupe de choc d'une dizaine de collabos français. Les Français qui ont choisi le Reich sont des individus qui ont adhéré très tôt aux thèses nazies. Donc ce sont des Français qui sont nazifiés. Philippe Leclerc, historien. Le commandement de ce groupe est confié à 2 gestapistes, Pierre-Marie Paoli et Roger Picot. Pierre-Marie Paoli, c'est un ancien membre de la Gestapo à Bourges. Il a porté des coups très durs à la résistance du Cher et il a même le grade de sergent-chef dans l'armée allemande. Picot, c'est la brute épaisse du Berry, pas très intelligent, le soldat loyal, si je puis dire, qui n'a pas vraiment d'initiative, liberté d'initiative. Jacques Gimard, écrivain. Le reste de la bande est composé de francistes, c'est-à-dire des membres du parti collaborationniste de Marcel Bucard, celui qui aimait à se présenter comme le Mussolini français. Parmi eux, 2 personnages vont particulièrement s'illustrer par la violence de leurs actes. Ballereau et Rutz. Jean-Noël Ballereau est un militant du parti franciste, un individu violent, brutal, que l'on surnomme le Bossu parce qu'il était de petite taille et probablement affligé d'une difformité physique. C'est ce surnom qui donnera plus tard son nom à cette bande. Et l'autre, c'était un ancien boxeur strasbourgeois qui s'appelait Charles Rutz et qui avait obtenu quelques titres de gloire dans les années 30. La bande du Bossu crée donc un faux maquis destiné à endormir la méfiance des résistants locaux pour mieux les démasquer ensuite. Ils fixent leur camp de base à quelques kilomètres au nord de Sedan. Ils vont s'installer dans un bois que l'on appelle le bois de la Hatterelle. Ils vont s'installer là en obtenant l'aide
du maire, de l'industriel local, qui vont leur prêter main forte, puisque tous ces gens pensent avoir affaire à de vrais résistants. Des résistants missionnés par les Alliés pour organiser à la fois des terrains de parachutage, pour récupérer des armes parachutées par les Alliés, mais aussi pour harceler les colonnes allemandes qui se replient vers l'Allemagne. Pendant plusieurs jours, Paoli et ses hommes se mêlent étroitement à la population locale. Et ils font tout pour gagner la confiance des jeunes du village. Ils font du porte-à-porte et surtout ils font les bistrots pour écouter ce qu'ils se disent. Et là-dessus, Pierre-Marie Paoli avait l'expérience de gestapiste à Bourges. Il savait comment s'y prendre pour obtenir des petits tuyaux auprès de maquisards malheureusement un peu trop bavards. Pour gagner la confiance de la population et surtout des résistants locaux, la bande du Bossu va même simuler un raid contre l'armée allemande. Et ils vont mettre en place une véritable opération d'intoxication, puisqu'ils vont attaquer un camion allemand piloté par un de leurs complices, un milicien. Mais aux yeux de la population locale, cette attaque montre bien qu'il s'agit de vrais résistants. La stratégie se révèle payante. Quelques jours plus tard, quelques maquisards tombent dans le piège. Ils prennent contact avec des résistants qui se laissent quelque peu aussi prendre au jeu. Ils avaient l'air d'être corrects. Thierry Alexandre, président de l'Union ardennaise des forces françaises de l'intérieur. Dans la foulée, 4 jeunes de la région rejoignent le campement du faux maquis de la bande du Bossu. Erreur fatale. Car le 28 août 1944, le Bossu et ses acolytes décident d'éliminer tous les résistants qu'ils ont pu identifier. L'expédition punitive de Paoli et de sa bande a fait un carnage. Cette journée sanglante commence par l'exécution des 4 jeunes qui venaient de rejoindre le campement. Ensuite, ils vont rejoindre le village où ils vont massacrer les gens qui leur avaient porté aide, qui les avaient assistés dans l'installation du maquis. Et ensuite, en repartant sur Sedan, ils s'arrêteront encore pour aller voir d'autres jeunes qui avaient sollicité leur admission au maquis et ils les tueront sur place. Et le lendemain, ils recommencent dans le village voisin. Mais cette fois-ci, à visage découvert et surtout accompagnés par 200 soldats de l'armée allemande. Ces Allemands qui donnaient les ordres, c'est les Français qui faisaient ça le boulot. Donc c'est eux, la bande du Bossu, Paoli en tête évidemment, qui gérait la situation. Ils vont procéder aux arrestations de tous les gens avec qui dans ce village ils avaient eu des contacts. Ils ont repéré les chefs du réseau de résistance, ils connaissent leur adresse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'y rendent. Paoli et ses hommes sont notamment à la recherche du médecin du village, le docteur François. Ils investissent sa maison, mais sur place, ils ne trouvent que sa femme et sa fille. Et là, il y a un déchaînement de violence digne d'un film d'horreur, puisque le fameux Bossu et Pierre Paoli vont torturer Madame François, la femme du docteur recherché. Ils frappaient de plus en plus fort. Et ils frappaient devant les yeux de leur fille, la petite Nicole, qui était alors âgée de 12 ans. Pierre-Marie Paoli, exaspéré par le silence de Madame François, va l'abattre d'une balle dans la tête. Cette exécution sommaire n'est que la première d'une longue série. On est là typiquement dans des cas d'horreur, comme étaient habitués à le faire les membres de la Gestapo. Dans les jours qui suivent, la bande du Bossu s'enfuit en Allemagne. Elle laisse derrière elle 19 victimes. Arrêtés par les Anglais à la fin de la guerre, ses membres sont livrés aux Français. Leur procès s'ouvre en juin 1946. Seul Roger Picot, qui a réussi à prendre la fuite, manque à l'appel.
Les débats sont assez tendus et d'après les comptes rendus de presse, les accusés ne font pas forcément profil bas. Ils vont tous assumer leur acte jusqu'à la dernière minute, ce qui en dit long justement sur le formatage philosophique et surtout guerrier de ces Français qui avaient choisi Hitler. Sans surprise, Pierre-Marie Paoli, Jean-Noël Ballereau et Charles Rutz sont condamnés à mort, puis exécutés dans les jours qui suivent. Ces procès pour fausse résistance, comme ceux de la bande du Bossu, du capitaine Lecause ou du gang Jacquet, se succéderont pendant 2 ans après la capitulation allemande. Mais dans les années 50, des affaires d'un nouveau genre, qui concernent elles aussi le maquis, font leur apparition devant les tribunaux français. Ces affaires vont à leur tour ternir l'image de la résistance. L'une d'entre elles a particulièrement défrayé la chronique à partir du mois de décembre 1953. Au centre de cette nouvelle affaire, un certain Georges Guingouin, un homme a priori au-dessus de tout soupçon. Guingouin était un authentique résistant, un authentique maquisard, et d'ailleurs ça a été le premier souvent à réprimer dans son secteur les faux maquis, ceux qui se livraient à du banditisme ou à du pillage. Alors pourquoi la justice s'intéresse-t-elle tant à lui? Que lui reproche-t-on précisément? Donc Guingouin, en réalité, est accusé d'avoir présidé une sorte de conseil de guerre avec des lieutenants pour éliminer des paysans corréziens, les Parichoux, qui auraient su des choses sur les exactions de son maquis. Guingouin a-t-il vraiment fait exécuter ce couple de paysans? Si c'est le cas, pour quelles raisons? Et surtout, quelles sont ces prétendues exactions auxquelles son maquis se serait livré? Guingouin serait responsable de milliers d'exécutions dans la Haute-Vienne. Il se serait livré à des règlements de compte, éliminant des opposants politiques, etc. Un faux résistant qui serait coupable de milliers d'exécutions arbitraires? L'affaire promet d'être sensationnelle, et les grands titres de la presse régionale et nationale s'en emparent aussitôt. En décembre 1953, le Populaire du Centre publie même un feuilleton quotidien intitulé « Limousin, terre d'épouvante ». À l'époque, c'est Roland Dumas qui défend Georges Guingouin. Il se souvient de l'incroyable déferlement médiatique contre son client. L'affaire est même évoquée au plus haut sommet de l'État. Il y avait eu une interpellation à l'Assemblée nationale sur le fait qu'un homme s'était déguisé en résistant et qu'en réalité c'était un tueur. Voilà, c'était ça le thème général. Et ça s'est répandu contre le Guingouin. Avant même que son procès ne commence, Georges Guingouin est présumé coupable aux yeux de l'opinion publique. Pire, il est perçu comme le symbole des dérives de la résistance. Le personnage, ils l'ont caricaturé au point de dire que c'était un bandit de grand chemin. Voilà, c'était ça. Il était seul face à la meute qui se déchaînait. Pour comprendre cet acharnement, il faut se replonger dans le contexte politique de l'époque. Au début des années 50, la guerre froide, qui oppose les États-Unis et leurs alliés au bloc soviétique, vient de s'abattre sur toute l'Europe. La peur d'une invasion des troupes de l'Est est dans tous les esprits. Les communistes font figure d'ennemis publics numéro 1. Or, Georges Guingouin n'est pas n'importe quel maquisard. C'est un ancien FTP, franc-tireur et partisan. Autrement dit, un communiste. Tout un discours se développe au moment de la guerre froide sur le fait que, de toute façon, les FTP ne poursuivaient pas des objectifs patriotiques au moment de la libération, mais poursuivaient davantage des objectifs révolutionnaires. Éliminer des opposants politiques, prendre le pouvoir. Donc de là à dire que ce sont des criminels, il n'y a qu'un pas et il y en a qui le franchissent assez allègrement.
À travers le procès de Guingouin, ce sont donc tous les maquisards communistes qui sont montrés du doigt. L'opinion publique exige que la justice fasse un exemple. L'affaire Guingouin, elle montre une volonté d'abord de toucher un chef assez prestigieux de la résistance, et donc d'entamer l'aura de la résistance en s'attaquant à un personnage qui est assez emblématique finalement, compagnon de la Libération, libérateur de Limoges, chef de maquis. Cette haine à l'encontre de Georges Guingouin gagne de nombreuses couches de la société. Elle est particulièrement virulente dans les milieux des forces de l'ordre. Et dans la nuit du 22 au 23 février 1953, alors qu'il est incarcéré dans la prison de Brive, Guingouin est sauvagement agressé par ses gardiens de prison. Et il est quasiment laissé pour mort dans sa cellule. En réalité, c'est une tentative d'assassinat. C'est parce que c'était un chef de maquis, parce qu'il avait la nation tout entière contre lui, qu'on a essayé de lui faire la peau. L'épisode est très embarrassant pour la justice, qui décide de remettre Guingouin en liberté surveillée. Et dans les semaines qui suivent, ses avocats passent enfin à l'offensive. On s'aperçoit que Guingouin, peut-être que finalement, les accusations qui le touchent sont peut-être injustes, qu'il n'est pas l'homme épouvantable qu'on prétend qu'il est, en réalité. Et donc là, on a un retournement de l'opinion, effectivement. Et à partir de ce moment-là, même si l'affaire va traîner encore longtemps dans les prétoires, on voit bien que petit à petit, le dossier se dégonfle, en fait. Parce que le dossier est vide, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de très consistant. Pire, on réalise bientôt que toute cette affaire ne serait qu'une machination organisée par d'anciens fonctionnaires du régime de Vichy. Les deux policiers qui ont construit le dossier, en fait, avaient poursuivi Guingouin pendant la guerre. Donc, ils n'avaient pas pu lui mettre la main dessus. Guingouin était plus malin qu'eux. Donc là, c'est l'occasion rêvée, évidemment, d'avoir la tête de Guingouin. On peut l'incriminer, et en plus, dans des affaires de droit commun. Que demande le peuple ? Les mêmes ont repris simplement des procès-verbaux et ils ont instrumenté, au sens juridique du mot, contre Guingouin, comme ils l'avaient fait avant la libération. C'est-à-dire qu'ils avaient travaillé pour les Allemands, et Vichy, et là ils travaillaient pour la République, mais contre le même personnage, Guingouin. Après des années de procédure, Georges Guingouin bénéficie finalement d'un non-lieu prononcé en février 1959. Mais son parcours de héros restera à jamais sali par cette affaire. Cette affaire Guingouin, elle va donner naissance à une légende noire de Georges Guingouin, effectivement. D'un Georges Guingouin, chef de bande, criminel, à la moralité douteuse. Aujourd'hui encore, la légende noire de Guingouin continue parfois de persister avec des gens qui l'accusent d'être l'auteur de milliers d'exécutions. Là où, et ces exécutions dans son secteur ne dépassent pas 15 personnes. Donc on est très loin du bain de sang qui sera présenté plus tard. Comme Guingouin, de nombreux anciens maquisards communistes feront eux aussi l'objet d'un acharnement judiciaire piloté par d'anciens collabos. Il n'y a pas eu de véritable épuration au sein de la justice, au sein de la police à la Libération. Et bien souvent, à la fin des années 40, du côté des juges, du côté des commissaires de police, on retrouve des hommes qui étaient déjà là, sous l'occupation, et qui ont donc indéniablement des comptes à régler avec d'anciens maquisards. Ils vont se servir de leur fonction pour continuer le combat, et donc continuer la lutte contre la résistance, en cherchant à criminaliser donc d'anciens résistants, en les mêlant à des affaires de droit commun. Les procès des anciens maquisards communistes et plus largement toutes les affaires de maquis noirs et de faux maquis, illustrent la difficulté de faire le tri entre vraie et fausse résistance. C'est probablement ce qui explique que l'on ait longtemps préféré occulter cette réalité historique. Mais aujourd'hui, plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est désormais possible de bien différencier vrais résistants et bandes de criminels. Il y a une vraie frontière entre le vrai maquis et le faux maquis, et que d'ailleurs
la résistance, les chefs de maquis authentiques, loin d'encourager les pillages, le banditisme, ont toujours cherché à le combattre et à le réprimer. Malgré les recherches récentes sur les maquis noirs et faux maquis, il reste encore difficile d'évaluer précisément l'ampleur du phénomène. Mais ces histoires n'ont pas fini de hanter les campagnes françaises. Vous venez d'écouter La face cachée de la résistance. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La face cachée de la résistance est un podcast coproduit par Initial Studio et Morgane, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Morgane et réalisé par Raphaël Rouillet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.